dès le retour du Nil dans son lit, un gros problème avait surgi. Les limitations des champs avaient disparu. Il fallait alors retracer les limites des champs de chaque paysan et commencer à semer au plus vite. Et il fallait les retracer correctement pour éviter les disputes. Ainsi, les Égyptiens commencèrent à tracer des lignes droites, des rectangles, des carrés, des diagonales, des cercles et des triangles avec des fils et des bâtons. Tout était noté sur des papyrus. Ce fut le début de la géométrie. Ils comprirent un fonctionnement fondamental de la nature. Tout est fractionné ou assemblé en petites unités égales. Cette constatation va leur servir tout au long de leur découverte. Il leur fallait aussi une unité de mesure pour bien délimiter les parcelles. C'est bien de faire de la géométrie, mais il faut mesurer les lignes. Ils pensent au pied du roi. La longueur du pied du roi peut être utilisée comme étalon. Cet étalon sera multiplié et distribué dans tout le royaume. Ils essayèrent les pieds, les bras, les jambes, les coudes du roi, mais il y avait un problème. Cette unité n'était pas fixe. Le problème était réglé pendant son règne, mais tous les rois n'avaient pas la même taille. Le roi suivant voudrait sûrement qu'on utilise son pied ou son coude par jalousie. Dans les collines, en attendant le recul du Nil, les Égyptiens réfléchissaient et cherchaient une solution au problème. Il fallait que cette unité de mesure ait une longueur fixe dans le temps, si possible, qu'elle ne change jamais. Ils observèrent la taille de différents végétaux, celle des fruits, des graines, tout objet y passa. Mais tous ces objets n'avaient pas de taille fixe. Par exemple, si on arrosait bien une graine, l'année suivante, sa taille changeait. Et sur des longues distances, la différence devenait vite importante. Tout d'un coup, ils ont eu l'idée de mesurer l'eau. Oui, l'eau douce du Nil. Ils mesurèrent une goutte et ensuite une autre. Elles avaient toutes la même taille. Du bas Nil jusqu'au haut Nil, les gouttes avaient la même taille. Ils remarquèrent que la taille de la goutte d'eau ne changeait pas année après année. C'est génial. Les Égyptiens ont trouvé l'unité unique. Le diamètre de la goutte d'eau sur une surface imperméable, comme du granit ou de l'alabastre, est constant. Il mesure 1 centimètre. Aujourd'hui, une vidéo incroyable dans laquelle vous allez plonger au cœur de la première étape du projet Serapeum. Oula. Donc ça c'est l'arête N sur le schéma. Est-ce que les Égyptiens connaissaient le mètre ou pas? J'en sais rien. En plus t'as vérifié la mesure, hein, tu l'as mesuré 2 fois. Je double toutes les mesures à chaque fois. Ouais, ok. Donc là, on est 1 mètre. 1,000 mètre. 1 mètre pile mesuré au laser 2 fois de suite. Ils vont nommer cette petite unité doigt royal. 10 gouttes d'eau, soit 10 doigts royaux, égale une main royale. 100 gouttes d'eau, donc 100 doigts royaux, ou 10 mains royales, égale une jambe royale. Des siècles plus tard, on sortira ces découvertes des coffres secrets et on les renommera différemment. Le doigt royal sera appelé le centimètre, la main royale le décimètre et la jambe royale le mètre. On les présentera comme des découvertes récentes et on se les appropriera made in France. Le diamètre de la goutte d'eau douce mesure ce qu'on appelle aujourd'hui 1 centimètre. L'eau est une constante universelle. La taille de la goutte d'eau douce ne changera jamais pendant des milliers et des millions d'années. Oui, l'unité universelle, le mètre, n'a pas été inventée en 1780, mais elle fut découverte par les Égyptiens il y a des millénaires. Le mètre est une unité universelle parce qu'elle est mesurée sur l'eau. L'eau est la seule matière qui soit stable. Tous les autres matériaux ou objets sont difficiles à mesurer ou alors ils varient dans le temps. L'architecture de l'univers entier est construite sur cette unité. Sur le mètre, cette unité immuable, ont été définies les 6 unités fondamentales de la physique et de la chimie d'aujourd'hui. L'ampère, le Celsius, la mole, la candela, la seconde et le kilogramme. Donc, tout.
Maintenant que les Égyptiens ont découvert le mètre, ils peuvent tracer les parcelles sans problème. Avec le mètre, ils vont tout mesurer et tout noter. Ils prennent un disque de diamètre d'une jambe royale et l'entourent d'un fil. Ils déroulent le fil et le mesurent. Le périmètre du disque fait 3 jambes royales et 14 doigts royaux, soit 314 doigts royaux. Un disque de diamètre 10 déroulé correspond à 31 unités et à 4 sous-unités. Un disque de diamètre 1 correspond à 3 unités et à 14 sous-unités. Un chiffre ressort à chaque fois. 314, 31,4, 3,14. Ils pensent que ce chiffre est important. Ce chiffre, c'est le pi, 3,14. Les Égyptiens connaissaient avec précision le pi bien avant Archimède. De cette expérience, ils vont aussi déduire le système décimal. Ils découpent le disque en 6, le mesurent sur la jambe royale, le mètre. Ils obtiennent le chiffre 52 cm et 36 sous-unités, millimètres. Ils le notent et pensent que ceci est important. Au fil de leurs observations, ils constatent que le volume d'une sphère représente 52,36% du volume d'un cube. À chaque fois que le volume du cube et de la sphère augmente proportionnellement, ce chiffre ne varie pas. Ils viennent de découvrir l'une des constantes universelles les plus importantes gardées secrètes, le 52,36. Par 2 fois, dans les volumes et dans les formes, ce chiffre est partout. Ils ont conclu que ce chiffre est sacré. Les Égyptiens avaient découvert le chiffre 52,36, qui est une constante universelle comme le pi et le phi. Le 52,36 est une constante universelle importante, plus que le pi et le nombre d'or, puisqu'elle relie l'espace en 2D avec celui de la 3D. Maintenant, comment utiliser ce chiffre unique? Ils posèrent un bâton sur la jambe royale, le mètre, qui est divisé en 100 unités. Ils coupèrent le bâton pour qu'il fasse 52 doigts royaux et 36 sous-unités. La coudée royale était née. La coudée royale vaut 52,36 gouttes d'eau, c'est-à-dire 52,36 cm. À partir de ce moment-là, toute l'Égypte aura pour étalon une constante universelle, la constante royale. La coudée royale égyptienne, telle qu'elle est présentée dans les musées, 28 doigts ou 7 paumes, est incompréhensible. Elle est déguisée de façon à ce que le peuple ne comprenne pas l'origine de cette coudée. Peu importe qui a déguisé la coudée, mais quand on la pose sur un mètre, elle affiche 52 cm et 36 mm. Elle devient une constante universelle. Elle prend tout son sens. Ils inventent une autre mesure, la moitié du mètre moins 5 mm, appelée la coudée royale babylonienne. Ils utiliseront ces 2 étalons, et le mètre restera caché. C'est pour cette raison que l'on retrouve partout le mètre dans la grande pyramide, puisque la coudée royale est graduée sur le mètre. Toute autre unité, le yard, le pouce, le mille marin, le pica, le pied, sont tous étalonnés arbitrairement ou gradués sur le mètre. Il n'y a rien d'universel ou d'invariable dans la nature qui mesure 1 pouce, 1 yard ou 1 mille. Empiriquement, les Égyptiens vont aussi découvrir le nombre d'or. Ils raisonnent ainsi. Puisque les dieux ont utilisé ces chiffres sacrés partout dans la nature, pour que nous restions nous-mêmes reliés à la nature, nous devons les intégrer dans nos constructions et faire comme les dieux. Un raisonnement simple, mais de génie. Des principes sacrés. Les Égyptiens intégreront partout les constantes universelles.
pi, le nombre d'or, la constante royale, toute la panoplie de la géométrie sacrée avec le maître. Les Égyptiens connaissaient la suite de Fibonacci en nombre d'or des milliers d'années avant lui et l'ont appelée la suite d'addition. Le temple de Képhren, le temple d'Edfou, le palace d'Akhénaton sont construits avec le rectangle d'or. Voici la vérité, bien loin de l'image des Égyptiens primitifs qui tapaient des cailloux l'un contre l'autre et qui tiraient des pierres tout au long de la journée. Parvenus à ce stade, les Égyptiens pensèrent qu'ils pouvaient aussi utiliser l'eau comme étalon de poids. Ils posèrent un récipient de 10 doigts royaux rempli d'eau, puis lui assignèrent un poids sur la balance. Vous savez combien ça fait? On l'appelle aujourd'hui 1 kilogramme. Il pouvait maintenant peser et mesurer sans problème. Une goutte d'eau mesure 1 centimètre et un cube de 10 centimètres pèse 1 kilo. Ces mesures-là ne bougeront pas pendant des millions d'années. Et oui, l'étalon du poids vient aussi des Égyptiens. Les unités impériales et américaines de poids, comme la livre, l'once et la tonne longue, les unités de volume comme le gallon ou la pinte sont arbitraires. La seule mesure universelle et immuable est le kilogramme, qui découle lui-même du mètre. Le centimètre indexé au diamètre de la goutte d'eau est une mesure universelle et invariable pour des millions d'années. Les Égyptiens utiliseront tout au long de leur histoire les deux unités à la fois, la coudée et le mètre. Peu importe qui a caché ces étalons au fil des siècles, les Égyptiens, les Grecs, les Romains ou les Français. Une chose est sûre, depuis qu'ils ont été découverts par les Égyptiens, ils ont été transmis discrètement et ils ont été bien préservés. On retrouve aussi l'emploi de l'unité métrique sur des monuments qui sont plus récents, par exemple des églises romanes du XIIe siècle, où lorsqu'on étudie les dimensions de ces monuments, on s'aperçoit que l'unité métrique a pu être employée. J'ai pris des mesures et j'ai fait un traitement statistique des données, et j'ai pu constater qu'on avait sur ces monuments du XIIe siècle employé l'unité métrique, mais également la coudée royale égyptienne. J'ai mesuré l'église romane de Saint-Nectaire et j'ai pu constater que l'entrée est composée d'un sas qui mesure 3 mètres de large, un nombre entier de mètres, et que ensuite l'entrée qui est juste derrière mesure 4 coudées royales de large. Et la longueur de cette grande église romane, c'est exactement 40 mètres. Sur l'église de Conques, il y a sur un des murs une pierre totalement différente des autres. C'est une pierre qui est beaucoup plus grosse et qu'on remarque tout de suite en arrivant. Et cette pierre-là, sa largeur, c'est exactement 1 mètre. La chambre du roi, elle, sera construite avec la dimension de 10 coudées par 20 et 11,18 coudées de hauteur. Certains peuvent supposer que les Égyptiens, simples d'esprit, se sont dit « Faisons la chambre du roi en 2 cubes simples côte à côte et c'est réglé. Rien d'exceptionnel. » Vraiment? En effet, c'est ce petit 11,18 coudées qui nous fait encore une fois découvrir d'une manière spectaculaire le niveau scientifique atteint par les Égyptiens. Les 4 constantes universelles, pi, le nombre d'or, le nombre royal et le mètre, vont être fusionnés de la manière la plus parfaite et incroyable qu'il soit. Si on relie par des traits les coins de la chambre, on découvre que le périmètre de la chambre fait 31,416 mètres, soit pi en dixième de mètre. La somme des 3 côtés de ce triangle est égale à 52,36 coudées, la constante royale. Ce triangle est le triangle sacré d'Isis, 3, 4, 5. Et maintenant, oubliez les unités de mesure, le mètre, la coudée, le pouce, le yard, le mille, etc. L'idée des Égyptiens est d'exprimer le chiffre 100 et de construire la chambre avec 100 pierres. Ils vont choisir 7 numéros pour que la totalité fasse 100. Ils calculent leur racine carrée. Ensuite, le nombre d'or, phi, au carré, multiplié par la racine carrée de 4, 5, 9, 16, 20, 21, 25. Pour nous montrer 4500 ans plus tard que ces équations sont correctes, avec les résultats de ces équations, ils vont construire la chambre en mètres.
Ceci démontre que la chambre du roi est construite directement avec l'étalon sacré, l'universel, le centimètre. Voilà le niveau scientifique des Égyptiens. Voici quel est notre savoir, nous disent-ils. Ils n'ont pas gravé les équations en hiéroglyphes, mais ils ont utilisé les mathématiques pour exprimer leurs connaissances. Ici, tout est réalisé en granit inaltérable pour que ce message ne bouge pas d'un millimètre dans le temps. Ce message, cette prouesse scientifique, enveloppera l'âme du dirigeant de cette grande civilisation, nommée Khéops. Les Égyptiens avaient compris l'essentiel, que Dieu ou l'architecte de l'univers a construit la nature et toutes ses composantes à l'aide d'une matrice qui s'appelle les mathématiques. Ils se sont ensuite appliqués à leur tour comme des dieux. Ils ont intégré les mathématiques partout, ce qui les a profondément connectés à la nature. Cette façon de construire, basée sur les constantes universelles, sera répandue partout sur Terre au fil des millénaires. Les cathédrales, les églises et diverses constructions seront réalisées avec la coudée, le mètre, pi et phi, qu'on nommera mystiquement la géométrie sacrée. C'est pour cette raison que lorsqu'on entre dans une cathédrale, on se sent bien et immédiatement apaisé. Nulle part dans le monde n'existe un monument ou un objet tel que la pyramide de Khéops. Dans son livre de 311 pages, La chambre de Khéops, l'auteur exprime son admiration en seulement 4 phrases. Il serait vain d'y chercher des traces d'improvisation, de modification ou d'imperfection. Du sol au plafond, tout est parfaitement réalisé, dit Gilles Dormion. Les petits pavés de granit venus d'Assouan seront acheminés par les fils de transporteurs. Ainsi, 1500 tonnes de granit seront montées en pavés de 30 à 40 kilos. La pyramide continue à s'élever. Ils coulent toujours le parement pour ensuite remplir l'intérieur. Ils utilisent les mêmes coffrages depuis déjà 10 ans. Les Égyptiens prenaient bien soin de leurs outils. Les passages se ferment un par un au fur et à mesure que la pyramide monte. À 140 mètres de haut, les équipes de l'Est et de l'Ouest arrêtent l'avancée et entament la descente. Ils posent le parement apotème en descendant. Seules les équipes du Sud et du Nord continuent jusqu'à la fin. L'architecte Émiono et Khéops montent symboliquement pour décoffrer le pyramidion. Le pyramidion est sorti. La foule hurle de joie. 20 années de dur labeur pour leur roi s'achèvent.
Les fossés ont été creusés et agencés tout autour pour entreposer les bateaux solaires. Les ouvriers construisent également le temple du roi. Sa dépouille viendra d'en bas depuis le port. C'est à partir de ce port et de cette chaussée monumentale que le peuple viendra en pèlerinage adorer son temple et sa pyramide. C'était une sorte de boulevard de promenade comme il y en a dans toutes les villes aujourd'hui. Cette chaussée est alignée avec les étoiles Bételgeuse, Al-Nilam et Rigel au sud-ouest. 14 degrés, toujours à minuit 00. Gizeh devient un lieu sacré. Et rapidement, à la même époque, les Égyptiens construiront les 3 petites pyramides devant la sienne. Des mastabas pour les prêtres, les ouvriers et les chefs de travaux. C'était un grand honneur d'avoir sa tombe à côté de celle du roi. La pyramide était orientée vers l'est par rapport au soleil, leur grand dieu Ré. L'orientation vers l'est indique automatiquement le nord, le sud et l'ouest avec la même précision. En effet, les Égyptiens ne se préoccupaient pas du tout du nord. Il n'y avait rien au nord, à part des peuples primitifs. Le sud était sacré à leurs yeux, car c'était de là qu'ils venaient, là qu'étaient leurs racines. C'est pour cette raison que les villes seront ensuite bâties en remontant le Nil afin de se rapprocher de leurs origines. Le roi est mort. Une grande cérémonie va se dérouler devant tout le peuple. Le corps du roi arrive depuis le port. Il est momifié dans le temple. Le corps du roi est descendu dans la chambre souterraine afin de symboliser la procréation dans le ventre. Puis c'est la naissance. Il sort de l'obscurité et vient à la lumière du jour, symbolisée par l'arrivée au niveau du sol. Il grandit et devient roi. Il a régné avec justice et droiture. Tout au long de sa vie, il a été conduit par Sirius. Le roi commence à vieillir. La grande galerie symbolise son œuvre, le pays qu'il a dirigé de son vivant. Le chemin de retour symbolise la vieillesse. C'est le dernier chemin. Une sorte de passion du Christ. Une cérémonie dirigée par les prêtres accompagne le rite. Les prêtres tirent la dépouille à l'aide des cordes pour son ultime ascension à partir des herses de granit. Le granit, symbolique sacré. La dépouille du roi arrive dans sa dernière demeure, là où son âme va partir pour l'éternité. Le corps restera là, jusqu'à l'arrivée de Ré, le 14 juillet prochain. Son corps était posé dans le sarcophage et son bateau était enterré devant sa pyramide. En attendant Ré, afin de combattre les ténèbres, l'âme du roi sortait la nuit grâce au conduit. Ainsi son âme pouvait naviguer dans les cieux. Puis rentrait avant le lever du soleil pour se reposer. La chambre souterraine et la chambre médiane sont parfaitement centrées dans l'axe de la pyramide, sauf celle du roi. C'est la première chose qui frappe quand on regarde une coupe de la pyramide. Une anomalie? Une imperfection? Non. Cela correspondait à un rituel précis. La position du soleil était exactement face au sarcophage du roi. Le roi attendait Ré dans sa chambre. Le 14 juillet,
Ré vient chercher l'âme du roi. Ils partent ensemble pour l'éternité. Le corps est sans âme. La dépouille sera enterrée dans un lieu secret. La pyramide peut maintenant se fermer. Cette pyramide et sa symbolique va rester fermée pour l'éternité dans son intimité. En sortant avec la dépouille, les ouvriers referment la chambre avec les blocs de granit prévus à cet effet. Les ouvriers vont laisser une boule de dolérite et un crochet en cuivre en souvenir dans la chambre médiane, puis reboucher les trous. Ils déplacent les 3 bouchons de granit pour fermer l'entrée et rebouchent l'emplacement. Ils prennent la sortie du boyau de service construit il y a 15 ans. Ils descendent au niveau de la grotte et posent le bloc de granit derrière eux. Ils descendent au sous-sol et ils ferment la chambre souterraine avec un autre bloc de granit. Ils remontent à la surface. À l'extérieur, ils posent le parement sur leur chemin et scellent l'entrée. Ainsi, la pyramide est fermée. En bouchant les entrées avec des pierres de granit, les Égyptiens ont pensé que la pyramide serait inviolable. Ils n'avaient pas imaginé que des siècles plus tard, l'homme découvrirait le fer, la dynamite, les explosifs. Cénotaphe de Khéops ou pas? On peut avoir une réponse définitive. En 1970, un projet pour explorer les conduits de la pyramide avec des robots voit le jour. C'est le projet Jedi. Dans le conduit sud de la chambre médiane, le robot découvre des traces de dessins en rouge qui datent du jour de la construction. Il suffit de faire les prélèvements de cette peinture et de comparer sa composition chimique avec les hiéroglyphes trouvés dans les cavités de la chambre du roi. Il se peut que ce soit la même main. Le plus grand architecte de l'histoire de l'humanité est Hemionu, celui qui a conçu la pyramide de Khéops, avec moins de 1% d'erreur. Les pyramides ne sont pas alignées avec les 3 étoiles du milieu de la constellation d'Orion, comme le soutient Boval. L'étoile Alnitak tombe 150 mètres au-delà de la pyramide de Mykérinos. 150 mètres d'erreur, c'est énorme et invraisemblable comparé à la précision de 1 cm de l'alignement des pyramides. Les 3 pyramides sont alignées sur les étoiles Beltégeuse, Alnilam et Rigel. La corrélation est parfaite. On perçoit une forme d'égocentrisme chez Képhren qui voulait dépasser son père. Il construira sa pyramide aussi grande que celle de son père. Il la positionnera pour qu'elle corresponde avec le cœur de l'Orion, l'étoile Alnilam, obligeant ainsi son fils Mykérinos à s'aligner avec la Rigel. Képhren construira également la grande chaussée alignée avec le lever nocturne d'Alnilam. Mais qui est le Sphinx? Képhren ou un autre roi? Une tête de lion qui aurait été retravaillée pour être transformée en tête de pharaon? Peu importe. La question est, à quoi ressemble la tête du Sphinx? Avec un logiciel de reconstitution de visage 3D, voici le visage du Sphinx reconstitué correctement pour la première fois. Sans commentaire. Puisqu'ils étaient noirs, il est logique de faire une sculpture à leur image. Comme un peintre qui peint son dieu à son image, les Égyptiens ont fait le Sphinx à leur image.
On imagine mal des Égyptiens blancs réaliser une sculpture de leur dieu ou de leur roi avec un profil nègre. Vous avez entendu le mot nègre. Il est injuste de vous montrer une recette sans vous présenter les véritables cuisiniers de ces monuments. Regardez toutes ces sculptures. Vous remarquerez une chose, elles ont toutes les nez cassés. Si on observe les statues et les fresques, la ressemblance est frappante. Le nez, les grosses lèvres. En effet, beaucoup de statues ont le nez cassé parce qu'ils avaient, comme on dit, un nez de nègre. Hérodote dit que les Colches étaient une colonie des Égyptiens parce qu'ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Livre 2, Euterpe. Les Colches étaient une colonie africaine qui a migré pour s'installer vers la mer Noire. Aristote parlera aussi des Égyptiens en les décrivant comme excessivement noirs. Ceux qui sont excessivement noirs sont quoi? Ce sont les Égyptiens et les Éthiopiens. Les Grecs utilisaient 4 mots pour dire noir: sombre, brun ou ténébreux. Kéleinos, Eremnos, Aiton et Mélas. Mélas est le noir physique le plus total. C'est la racine de ce mot qui forme le mot mélanine. Mélas, mélanine. La mélanine est le pigment qui colore la peau en noir pour le protéger du soleil. Aristote dira précisément agon mélanès pour désigner les Égyptiens et les Éthiopiens, ce qui veut dire excessivement noir en grec. Zézosis III, dit Sénouserte en égyptien, détient le record pour le nombre de sculptures à son effigie, des dizaines. Presque toutes ces sculptures ont le nez cassé. Mais quelques-uns ont échappé à l'inquisition raciale. Le professeur sénégalais Diop a demandé au musée de Caire de faire 3 prélèvements d'1 mm² sur des momies de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmosis III, exposées au musée de Caire. Une fois les prélèvements analysés, ils révéleront le taux de la mélanine. Plus le taux de la mélanine est élevé, plus la peau est noire. Que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope. Et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens Égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules des mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races leucodermes. Et j'ai voulu dès l'an dernier appliquer cette étude aux momies royales de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmosis III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire, car il ne me faut pas plus d'1 mm², 1 mm² de peau, mais prise toujours dans la même région, et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible, qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations, il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations, que sont celles-ci, et jusqu'à ce que d'autres investigations... Le musée n'a toujours pas répondu depuis 35 ans. Les Égyptiens s'appelaient les Kémites et l'Égypte s'appelait Kémet, le pays du noir. Non, ce n'est pas la couleur noire du limon, du Nil qui est évoquée, comme certains archéologues le prétendent, mais bien la couleur de la peau de la population qui vivait là. Quand on parle du pays des Blancs, on ne fait pas allusion à la couleur de la neige des Alpes. Finissons avec les rumeurs, si Howard Carter a falsifié le masque d'or de Toutankhamon et reproduit des faux reliques. Observez le masque de Toutankhamon et le visage de cette Africaine. Je vois mal Carter, l'Européen, réaliser ce masque typé africain. Il est midi, la température est au taquet, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 45-46 degrés. Il n'y a absolument pas d'ombre, vu que c'est une carrière et qu'il n'y a aucun bâtiment et qu'on ne peut absolument pas s'abriter. Autant vous dire que je ne veux pas rester ici 3h30. Bon, donc là il commence à faire un peu chaud. On se trouve derrière la pyramide de Mykérinos. Je commence à comprendre pourquoi Femi n'est pas venu.
En Égypte, pendant les mois d'été, période pendant laquelle les pyramides étaient construites, les températures atteignaient 45 degrés et plus. Sous ce soleil écrasant, aucune autre race humaine ne pouvait survivre torse nu plus de 4 jours sans subir des brûlures graves de la peau. La seule race capable de résister pendant des jours et des mois, sans problème et sans crème solaire, c'est la race nègre à la peau noire. Je fais de la peinture artistique et je n'ai jamais eu de préférence pour telle ou telle couleur. Un peintre aime toutes ces couleurs. Mais on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, rendons aux Égyptiens ce qui appartient aux Égyptiens. Les Égyptiens des pyramides, pendant des millénaires, étaient des nègres, ni mat, ni métis, mais noirs de charbon. Les Égyptiens ont mémorisé et imprimé leur négritude dans le granit et dans le quartz pour l'éternité. Que doit-on faire? Les détruire pour effacer cette époque de l'humanité? Les cacher? Parler? Ne pas parler? Posez-vous ces questions. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Imhotep sera remplacé par Jésus-Christ et il tombera dans l'oubli. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qui les rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Le Nil était doublement sacré. Il offrait de la nourriture, mais pas seulement. Le Nil leur a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde, le temps. Du temps, 4 mois par an pour réfléchir et observer. Du temps pour faire de la science. Qu'est-ce que la science? Quelle est la définition de la science même? La science est expérimentale, vérifiable et visible. Des milliers de livres écrits, proposant chacun une hypothèse pour écarter les Égyptiens et mettre à la place une civilisation extraterrestre, Atlante, astronautes disparus ou des esclaves, c'est de la fiction, de la fantaisie et non pas de la science. Il n'y a aucune preuve pour affirmer l'existence des extraterrestres. Un mythe disparaît, et plus précisément celui d'une civilisation inconnue. La vérité, c'est que cette civilisation, mystérieuse et grandement développée, est l'Égypte. S'il y a une vérité obscurcie, c'est que cette Égypte est nègre. Ils découvriront l'énergie solaire. Sans l'énergie solaire, il n'y aurait pas eu de pyramide. Les Afro-Égyptiens ont découvert que la Terre était ronde. Et ils ont été les premiers à l'avoir parcourue et explorée de long en large. À chaque fois qu'une civilisation a été mise en contact avec l'Égypte, des temples ont surgi et elle a été propulsée en avant. Un mythe est né, celui de la pierre taillée. L'humanité s'est construite avec du béton et non pas avec de la pierre taillée. L'histoire antique de l'Égypte, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique est à réécrire entièrement. Avant les sculptures de Michel-Ange, il y avait la perfection égyptienne. Vous avez dit le sourire mystérieux de la Joconde? Regardez plutôt le sourire énigmatique de Ramsès II. Vous cherchez les Atlantes? Les voici. Ils sont en Égypte. Avec les tandems chimie et physique, maths et géométrie,
L'Égypte nègre a permis de bâtir des temples, des rues, des maisons, des stades, bref, de quoi construire l'humanité. Ils ont posé les piliers de la science, le premier alphabet et son art, la philosophie, la médecine, les religions. Ils sont à l'origine des cultures du monde. Ils ont créé les cultures du monde. C'est cela le plus grand mystère de l'humanité.